Bienvenue Jacques. Bonsoir Jean-Louis. On parle d'Europe. Visiblement, les institutions européennes n'arrêtent pas de tirer l'oreille de la France. Et oui Jean-Louis, notamment au cours du semestre européen. C'est ce qui fait souffrir Michel Sapin en ce moment. Alors qu'est-ce que c'est que le semestre européen ? Eh bien c'est le cycle annuel de coordination entre la Commission européenne et les États membres des politiques économiques et budgétaires en fonction de règles et objectifs partagés dans la durée. Alors j'évoquerai, pour parler de ce semestre, la légitimité du principe d'abord, les perfectionnements de ses modalités suite à la crise, et enfin une vision synthétique du calendrier. Parlons tout de suite de la légitimité du principe, Jacques. Eh bien Jean-Louis, à Troyes en Champagne, l'on se souvient encore de ce terrible incendie qui, au XVIe siècle, détruisit quasiment entièrement un quartier de la ville d'alors. Les maisons, rassemblées les unes contre les autres, étaient à pans de bois, ce qui rehaussait leur esthétique. Mais elles étaient aussi à ossature de bois, ce qui accroissait leur vulnérabilité au feu. Les habitants se montrèrent solidaires, mais trop tard, et la contagion du brasier eut au fait d'embraser le quartier. Les Troyens tirèrent, un peu tard certes, les leçons de ce désastre. Pour réduire la vulnérabilité, il faut anticiper le danger, substituer au bois des matériaux moins inflammables, espacer les constructions, chasser les comportements involontairement pyromanes. Il faut surveiller les départs d'incendie, alerter précocement. Il faut enfin organiser la solidarité à froid et non pas improviser à chaud. Cette parabole historique permet de légitimer le principe du semestre européen. En effet, si un État dévisse, il entraîne dans sa chute ses compagnons de cordée. La protection de l'euro a permis des comportements de passagers clandestins, c'est-à-dire de rester cigale, au-delà du raisonnable. Donc, de perdre sa compétitivité, de cumuler des déficits extérieurs et des déficits publics excessifs, de se surendetter, de devenir insolvable, incapable d'emprunter sur les marchés financiers, car incapable de rembourser. Et la crise de confiance, mère de l'insolvabilité, se transmet à ses partenaires par les systèmes bancaires et par les marchés financiers. Pour se prémunir contre cette propagation, il faut donc anticiper, surveiller les cigales, corriger leur inconscience et organiser la solidarité des fourmis ex ante. On a vu la légitimité, Jacques, voyons les perfectionnements et les modalités suite à la crise. Eh bien oui, Jean-Louis, la crise a conduit à perfectionner ce qui avait antérieurement dysfonctionné. Alors déjà, en 1997, c'est-à-dire 2 ans avant l'entrée en circulation de l'euro scriptural, c'est-à-dire celui qui circule entre les banques, les États européens avaient adopté le pacte de stabilité et de croissance. Au terme de celui-ci, ils s'engageaient, pour être qualifiés pour l'euro d'abord, pour assurer la stabilité de la zone euro ensuite, ils s'engageaient donc à contenir leur déficit budgétaire en deçà de 3% et leur endettement public en deçà de 60% du PIB, le produit intérieur brut. Cette digue Maginot, en quelque sorte, a été contournée et submergée. Je ne parle pas de la Grèce, qui a falsifié ses statistiques. Ceci, d'ailleurs, aurait été découvert plus tôt si Eurostat, l'organisme de statistiques européen, qui l'avait demandé dans les années 2000, avait été autorisé par les États à investiguer sur place. Je parle par exemple de l'Espagne, longtemps respectueuse de ces critères, mais au prix du gonflement d'une bulle spéculative immobilière, non surveillée par la Commission européenne, qui n'en avait pas reçu mandat. Désormais, la Commission étend son contrôle à l'ensemble des déséquilibres macroéconomiques. En 2003, les déficits français et allemands débordent les 3%. La Commission, assumant son devoir, entame une procédure à l'encontre de ces grands pays. S'entendant comme larrons en foire, ces 2 complices bloquent la Commission en Conseil européen. Ce comportement irresponsable a bien sûr fait des émules, vidant le pacte de l'essentiel de son rôle. D'où aujourd'hui un contrôle
a priori des déficits budgétaires, la signature du pacte budgétaire avec sa règle d'or, anti-déficit, et un renforcement quasi automatique des sanctions en cas de non-respect des engagements souscrits par un pays membre. L'Union européenne s'est organisée pour corriger le comportement des États avec vigueur, puis les soutenir avec rigueur, s'ils s'engagent toutefois à fournir les efforts de redressement nécessaires. Ces extensions et renforcements du rôle du Conseil de l'Union européenne, sur dossier instruit par la Commission, ont été orchestrés dans le cadre du semestre européen pour éviter des cheminements multiples et désordonnés. Jacques Oestler, en introduction, vous avez parlé d'un calendrier. Alors oui, il faut connaître le calendrier, c'est-à-dire la chronologie des contrôles. Le processus se déroule en 4 étapes. En fait, vous allez le voir, c'est 3 plus 1. 2 étapes collectives, puis 2 étapes individuelles, au terme desquelles le Conseil de l'Union européenne, sur proposition de la Commission, décide d'accepter les projets des États de réformes structurelles, d'équilibre budgétaire, de prévention des déséquilibres macroéconomiques excessifs. Alors, la première étape. En novembre 2014, la Commission publie son examen annuel de la croissance qui porte sur les réalisations des objectifs Europe 2020, sur la situation macroéconomique de l'ensemble de l'Union et sur la situation de l'emploi dans cette Union. En parallèle, un rapport sur le mécanisme d'alerte est établi. Il définit, au terme d'un examen économique large, les pays qui doivent faire l'objet d'une étude plus approfondie pour déceler les déséquilibres excessifs. Deuxième étape. En février-mars 2015, la Commission propose ses orientations politiques pour l'Union. Troisième étape. En avril-mai, elle examine les propositions des États concernant leurs programmes de stabilité, s'ils sont dans l'euro, ou leur programme de convergence pour entrer dans l'euro et leur programme de réforme pour réaliser Europe 2020. Après discussion avec les États, la Commission émet des recommandations qui seront soumises au Conseil pour être adoptées. Et la dernière et quatrième étape, elle intervient au-delà du semestre qui s'achève en juillet, et ce sera la communication, au plus tard en octobre, des projets de budget avant adoption par les parlements nationaux, pour que la Commission puisse émettre des recommandations avant cette adoption et ainsi éclairer les parlements nationaux. Jacques, que peut-on dire en conclusion ? Eh bien, Jean-Louis, ce processus amélioré grâce aux défis de l'expérience est une incitation forte par le dialogue entre les dirigeants nationaux, leurs pairs, et les institutions européennes pour se doter de programmes propres et pertinents d'actions pluriannuelles et de réformes structurelles, pour assurer, au-delà des seuls horizons électoraux, c'est la faiblesse en quelque sorte des dirigeants nationaux, pour assurer les convergences et les redressements indispensables, sans procrastination irresponsable. Après la conception, l'incitation porte aussi sur la réalisation, donc sur le respect des engagements souscrits par les dirigeants nationaux eux-mêmes. L'Union assume ainsi un rôle de garde-fou et de cravache dont certains États ont malheureusement besoin pour défendre leur intérêt et ne pas nuire à celui de leurs partenaires. Le semestre européen est donc une innovation utile et pertinente, Jean-Louis. Merci Jacques Oestler. Rappelez-nous le site dédié où l'on peut réécouter cette chronique. Mouvement-européen-lorraine.fr